Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que ce commentaire est dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique, est un institut justement sur Internet, diplômant, mais qui s'est basé beaucoup sur la pensée de ce saint docteur. J'en suis rendu dans un commentaire de la Somme et je suis rendu dans la prima secunde, donc la première partie de la deuxième partie consacrée à la théologie morale, à la question 49 qui traite de la nature des habitus. Habitus est un mot latin, mais en réalité, lorsqu'on regarde le titre qui est marqué dans l'édition dont je me sers pour la Somme de théologie, eh bien, cela signifie en français les vertus. Qu'est-ce que sont les vertus? Eh bien, ce sont des dispositions stables, difficiles à acquérir, mais qui, une fois qu'elles sont là, vont faciliter l'exercice, soit de notre vie intellectuelle, il y a des vertus intellectuelles, et soit de notre vie morale, il y a des vertus morales. Saint Thomas d'Aquin va donc les regarder avec une très grande précision. En effet, lorsqu'on étudie la façon dont l'homme remonte vers Dieu et obtient le salut, eh bien, il faut regarder ce que sont que ces habitus. Et donc, je commencerai par la question, par l'article 1 qui se demande « Est-ce que l'habitus est une qualité ?» Alors, comme nous sommes ici dans une partie qui est encore philosophique, il me faut partir non pas d'un argument d'autorité, donc je ne lirai pas le 7 contrats que donne saint Thomas d'Aquin au centre de son article, mais il faut partir de l'expérience. Donc, nous expérimentons dans notre vie que, à force de poser des actes, eh bien au bout d'un certain temps, ces actes c'est comme s'ils devenaient en nous comme une seconde nature. Par exemple, si on prend un jeune homme qui est très tenté par rapport à tout ce qui sont les plaisirs, et les plaisirs en particulier, eh bien, qui marquent la puberté, eh bien, ce jeune homme se met pour une raison ou pour une autre à lutter pour que sa sexualité ne soit ordonnée plus tard qu'à celle qu'il aimera, et il le veut. Au début, ce sont des efforts terribles, très durs, et puis il n'y arrive pas vraiment. On peut dire qu'il n'a pas la vertu. Il n'a pas l'habitus qu'on appelle ici la chasteté, qui consiste à mettre au service de sa vie morale, eh bien, sa sexualité est en train de naître. Mais s'il continue de travailler, de se battre, de se relever, de recommencer, eh bien, au bout d'un certain temps, c'est curieux, surtout quand il a commencé très tôt, eh bien, une sorte d'habitude se prend, et avec une certaine facilité, même sans tension, eh bien, lorsqu'il est tenté de centrer la sexualité sur le plaisir uniquement, eh bien, facilement, il lutte contre ça. Il l'ordonne, il l'oriente vers ce qu'il veut. On peut dire qu'à ce moment-là, il a acquis une qualité particulière qui facilite sa vie morale. Et là, en l'occurrence, on parlera de la vertu de chasteté, qui ne consiste pas à bloquer complètement la sexualité, s'il se marie plus tard, mais à la dominer au service de la vie qu'il a choisie, l'amour de sa femme par exemple. Alors on pourrait remarquer qu'il y a des habitus dans bien d'autres domaines. Par exemple, à force de travailler la philosophie morale par exemple, de regarder le bien, le mal, ce qui fait que l'homme agit bien, eh bien au bout d'un certain temps, c'est comme si ça devenait facile intellectuellement pour n'importe quelle question de la théologie morale de répondre. On a les principes qui éclairent toutes les conséquences. Et je dirais, il y a un habitus qui est acquis ici, qui est un habitus intellectuel, un habitus d'une science particulière, la science qu'on appellera la philosophie morale. Voilà 2 exemples, mais il y a bien d'autres habitus, évidemment. Donc je donnerai au cours de ces articles bien d'autres exemples. Mais je précise, en partant comme cela du concret, les choses sont beaucoup plus faciles. Et donc, je vais maintenant regarder l'article de saint Thomas d'Aquin qui demande « Est-ce que cet habitus, c'est une qualité ?» Alors, en fait, il faut regarder dans notre être complet, tel qu'il se structure, là où l'habitus se situe. Et donc, Aristote avait remarqué que quand on regarde un être humain, on peut, en fait, déterminer en lui comme 10 prédicaments, ça veut dire 10 attributions qui résument tout ce qu'il y a dans notre être.
Et on peut dire que ces 10 mots que je vais citer résument tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui serait lié à mon être et qui serait en dehors de ces 10 prédicaments. Alors évidemment, d'abord fondamentalement, eh bien, il y a le sujet que je suis. Je suis un sujet, on appelle ça une substance, avec une certaine nature, mais véritablement, c'est le premier prédicament, ça me définit comme une personne. Deuxièmement, ce sujet a une certaine quantité, un corps d'une certaine taille, et quand j'étais tout bébé, j'étais beaucoup plus petit, évidemment. Troisièmement, j'ai des qualités, par exemple des qualités essentielles comme mon intelligence, ma volonté, mais qui sont passées à l'acte beaucoup plus que ce qu'elles n'étaient quand j'étais tout petit. Et donc, elles ont acquis elles-mêmes des qualités, comme par exemple certains habitus de science, justement, j'en parlais tout à l'heure, une facilité à parler, etc. Quatrièmement, donc substance, quantité, qualité, j'ai des relations par exemple à d'autres êtres. Alors on dira, mais ça ne fait pas partie de son être, c'est au contraire fondamental. Je dirais le fait que je suis en relation avec ma mère, mon père, mes amis, etc. Ceci va déterminer ce que je suis profondément. Cinquièmement, je suis dans un lieu parce que j'ai un corps et donc il est localisé précisément. Sixièmement, je suis dans un temps précis, à tel moment, là, en 2022, je l'ai dit quand je fais ces vidéos. Ensuite, j'ai une position par rapport aux autres choses, une position qui en l'occurrence ici est assise dans une espèce de studio là d'enregistrement précis dans un endroit particulier. Donc on appelle ça en latin un situs qui vient de situation. Ensuite, j'ai des avoirs, des possessions comme mes vêtements, ils sont à moi, mes lunettes aussi, et on appelle ça en latin des habitus, justement. Et là, il va falloir se demander si on n'est pas en présence justement de ce dont on parle. Les vertus ne seraient-elles pas des habitus, des avoirs ? Ensuite, il y a l'action que je suis en train de faire, là je parle dans une caméra, et puis une passion que je reçois. Il fait très chaud, nous sommes en été, il y a un ventilateur à côté de moi qui permet de me refroidir. Et donc voilà comment on peut regarder tous les éléments qui sont dans un être, et donc il faut regarder maintenant où se situent justement les habitus, les vertus dont j'ai parlé au début, par mode de description. Donc, puisque on appelle habitus ce que j'ai appelé les vertus ici, on pourrait se demander, c'est très simple, dans les 10 prédicaments, ce sont des avoirs. Mais en réalité, il faut bien distinguer ce que je possède et qui est extérieur à moi, comme mes vêtements ici, ou cette télécommande qui me permet de commander la caméra. Ce sont des avoirs, je les ai achetés et il faut remarquer qu'ils sont extérieurs à mon être, même si, ils sont en rapport avec mon être. Et puis, il y a des avoirs qui sont sans intermédiaire. Je ne peux pas mettre ce vêtement au même niveau que ma main. Ma main, je la possède évidemment, mais c'est sans aucun intermédiaire. Il n'y a pas eu de chèque pour la posséder. Elle fait partie de mon être. Et de cette façon-là, je peux dire que je possède aussi, c'est un avoir, une certaine quantité, que je possède des qualités. Et donc, il faut se demander, l'habitus dont je parlais au début, ça veut dire cette espèce de capacité qui me facilite l'exercice, soit de mon intelligence, soit de ma volonté, dans plein de domaines. Est-ce que ce serait un avoir comme un pull, comme cela, ou est-ce que ce serait une qualité ? Une qualité qu'on appelle habitus uniquement parce que, en réalité, j'arrive à m'en servir quand je veux. Donc, c'est un peu comme si j'avais effectivement un instrument à ma disposition, un marteau, sauf que il est à l'intérieur de moi. Je crois qu'on doit le dire, oui, l'habitus est bien dans le prédicat qualité, et c'est quelque chose qui vient qualifier des facultés vitales en moi, pour leur permettre leur exercice facile, parfait, atteignant leur but. Alors, quelques objections maintenant, évidemment, dont la première sera justement cela. Pourquoi l'appeler habitus si ce n'est pas, le prédicat habitus dont j'ai parlé, comme par exemple ce pull que je possède. Donc on le voit bien, les habitus, les vertus sont des avoirs, comme je possède un pull et cette télécommande.
Eh bien, je répondrais, il faut faire attention justement aux mots. Et c'est pour ça que je suis parti de l'expérience. On voit bien qu'il n'y a pas de rapport entre le fait d'avoir ce pull comme une possession extérieure et le fait de posséder des qualités intérieures qui sont unies sans intermédiaire à mon être. Et les habitus, donc la vertu de chasteté par exemple, on voit bien, c'est pas comme un pull. Par contre, comme elle vient qualifier, eh bien l'exercice volontaire et le rapport que j'ai par exemple avec les jeunes femmes si belles qui m'entourent, comme elle vient qualifier mon opération pour m'amener à les respecter, je peux l'appeler qualité, on ne va pas l'appeler une quantité. Ça a un rapport par contre ici dans la vertu de chasteté avec une relation. Ça sera exercé effectivement en relation avec les jeunes filles, évidemment. Mais ce n'est pas une relation en soi. La relation, c'est justement quand je discute, quand je crée une amitié. Non, c'est une qualité qui va, je dirais, améliorer la façon dont justement l'amitié avec elle va rester dans les normes, ce qu'il faut selon la morale. Deuxième objection. Aristote donc cite les habitus encore une fois dans les 10 prédicaments. Mais on ne peut pas en mettre un dans un autre. Ça ne peut pas être à la fois un habitus, donc l'habitus, le prédicament habitus, et en même temps une qualité. Chacun est bien séparé, hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors j'ai montré tout à l'heure qu'il ne faut pas se laisser berner par les mots. Oui, je peux posséder aussi une quantité. Et ce n'est pas un habitus dans le sens du prédicat habitus, hein, qui concerne mes biens extérieurs que j'ai achetés, par exemple à prix d'argent. Enfin, l'objection 3 dit, eh bien, on voit que les habitus sont des dispositions qui nous mettent, eh bien, dans une relation particulière à l'opération que nous voulons exercer. Et donc, une disposition, c'est quelque chose qui se situerait davantage dans le prédicament situs. Donc, la situation par rapport à d'autres choses. Alors il faut répondre à ça que, effectivement, d'après le philosophe qui s'appelle Simplicius, eh bien, situs, le prédicament situs, indique toutes sortes de situations. Ça peut être la situation de mon corps, comme je l'ai dit, si je me tiens comme ça, c'est une situation particulière qui est liée au lieu, qui est liée aussi à la position du corps. Donc, ça peut aussi s'attribuer métaphoriquement à des qualités de l'esprit. Par exemple, lorsque un enfant est en train d'apprendre peu à peu à devenir adulte, il est en situation d'enfance, donc c'est quelque chose de différent. Et puis, lorsqu'un adulte possède pleinement les vertus, on peut dire qu'il a atteint la plénitude de son espèce, c'est une autre situation par rapport à soi-même. Mais on le voit bien, les habitus, eux, eh bien, ils seront beaucoup plus facilement définis en eux-mêmes comme des qualités. Et je définirai à l'article suivant quel genre de qualité c'est. L'article 2 demande est-ce que l'habitus est une espèce particulière, bien déterminée de qualité. Donc je répondrai que pour répondre à cela, évidemment, il faut se servir là encore d'un outil philosophique qui part de l'expérience. Et donc, je dirais, à partir d'Aristote, on peut déterminer que le mot qualité s'étend à beaucoup de domaines dans notre être. Et donc, je voudrais directement, avec l'ordre que donne saint Thomas d'Aquin, eh bien montrer comment on peut établir la place exacte de la qualité qui s'appelle l'habitus. Donc je passe outre la première partie de son article, où il rapporte tout de même la classification qu'avait fait le philosophe Simplicius et qui ne lui paraît pas assez judicieuse, et je partage son avis. Donc allons directement au but. Et donc, lorsque je pars de l'expérience que je regarde un être humain, et je vais me prendre comme modèle, après tout, pourquoi pas, mais chacun peut faire avec soi-même, on constate effectivement qu'il y a beaucoup de choses, de mains, de pieds, mais il y a une intelligence, une volonté, une façon de bouger, etc. C'est ce que j'avais appelé les 10 prédicaments, donc dans l'article précédent. Toute cette diversité, évidemment, forme mon unique personne, et donc, forcément, à cause de la diversité, sans compter les milliards d'atomes qui me composent, je suis contraint de poser à la base, pour bien comprendre l'unité de mon être, une cause cachée, immanente, qui provoque que mon être tient, que ma main ne part pas en capitalotade, qu'elle obéit, qu'elle fait partie de mon être.
Et donc, cette cause à l'intérieur de moi-même, cachée, que je ne vois pas, eh bien, on l'appelle ma substance. Et pour moi, qui suis un être humain, ma substance, c'est aussi mon âme. Et cette âme-là, eh bien, elle est le siège, par elle-même, en elle-même, de qualité. Je veux dire que je n'ai pas l'âme d'un hérisson ou d'un chien. Non, c'est une âme humaine. Et donc, il y a en elle des qualités substantielles. Et ces qualités qui sont la cause vont donner des effets. Les effets, je vais les indiquer tout à l'heure. Donc, sur un schéma, je pourrais représenter comme cela ma substance au cœur de mon être, avec ses qualités présentes invisiblement. Tout ce qui n'est pas cette substance cause de mon être, eh bien je peux l'appeler en métaphysique des accidents. Je veux dire par là que ces choses que je vais décrire maintenant n'existent pas par elles-mêmes, mais existent par le fait que ma substance telle qu'elle est, avec ses qualités immanentes, eh bien les fait exister. Et donc, eh bien les accidents fondamentaux, ce sont ce qu'on appelle les puissances vitales qui sont en moi. Il y en a plein. Il y en a au degré végétatif, comme par exemple ma faculté de respiration, de croissance, de multiplication cellulaire. Il y en a au point de vue sensible, comme par exemple ma faculté de voir, d'entendre, d'imaginer. C'est un accident au plan métaphysique. Je veux dire que mon œil, il n'existe et il ne fonctionne comme faculté de voir que parce que ma substance le fait exister. Et puis, il y a des qualités supérieures qui expliquent que ma substance est une substance spirituelle et non pas uniquement sensible comme pour un chien ou un chat. Mon intelligence, ma volonté. Et donc, ces puissances-là, qui sont évidemment ordonnées à l'acte, ne sont pas neutres. Elles sont là et elles sont déjà aussi des qualités déjà accidentelles, mais dont, manifestement, qui sont faites pour entrer en action. Donc je vais les représenter comme cela. J'ai mis quelques exemples, il y en a bien d'autres facultés, mais j'ai représenté en particulier mon intelligence, ma volonté, donc des puissances vitales qui ont été créées en même temps que mon âme spirituelle et qui au départ dormaient. Donc ces puissances-là, avec leur orientation, mon intelligence avait une orientation à la base pour trouver la vérité et ma volonté pour chercher le bien. De même que, par exemple, pour le sens de la vue, c'était un rapport avec la lumière, la couleur, c'est une évidence. Pour ce qui est de l'imagination, eh bien, elle a une nature, elle a donc des qualités, cette faculté vitale, c'est se représenter des images. Donc il y a là aussi un niveau de qualité. Alors je fais une petite remarque, dans l'ordre des 4 qualités que Aristote avait définies, eh bien, ces puissances vitales-là, c'était la deuxième qu'il avait citée. Évidemment, mon intelligence n'est pas faite pour rester comme ça, à rien faire. Elle est faite pour passer à l'acte et donc pour poser éventuellement un jugement qualitatif qui va atteindre eh bien, la vérité. Il n'y a d'ailleurs pas que cette faculté-là qui est faite pour passer à l'acte. Par exemple, le sens de la vue. S'il voit bien, très bien, ce qui est en face, c'est une qualité dans l'opération. Et donc là, eh bien, c'est le 3e domaine des qualités que j'ai représenté ici. Donc on le voit, par l'action des facultés, lorsque cette action atteint son but est qualitatif. Donc par exemple, pour la vue, eh bien, c'est d'atteindre la couleur, la lumière, l'objet vu de manière très précise. Pour l'intelligence, c'est poser un jugement qui est droit, qui est vrai. Pour la volonté, c'est atteindre eh bien, son bien. Pourquoi pas? Donc il y a là aussi quelque chose de l'ordre de la qualité qu'on va appeler action vitale. Alors, je fais remarquer aussi que comme je suis un être humain, eh bien, ce que je suis en train de faire, là je suis en train de faire acte d'intelligence pour essayer d'expliquer, cela passe à travers mon visage, ma façon de parler. Eh bien, ça aussi ce sont des qualités. Je dirais que si j'étais un grand blessé de la guerre 14 avec un visage déformé, ça changerait la façon de parler, de percevoir, il n'y aurait peut-être pas le même regard, etc. Eh bien, cette qualité-là extérieure, c'est une qualité, on l'appelle la figura. C'est la 4e espèce des qualités qu'avait cité Aristote. Et donc, ça n'a rien à voir ici avec ce dont on est en train de traiter. Donc, quand je représente cela, eh bien, on ne voit pas mes fameux habitus. Où sont-ils? On a donc mon âme, qui est la source de facultés vitales qui au départ étaient puissance,
sans action, qui passent à l'action, et l'action est plus ou moins dans l'ordre de ce qui leur convient. Où sont les habitus? Ils sont là, dans l'exercice. À force de poser la bonne action qui atteint la vérité, ou la bonne action qui atteint le bien, peu à peu, il va se prendre ici une sorte d'orientation naturelle qui facilite l'exercice de ma faculté vitale. L'habitus, c'est donc quelque chose qui vient de l'action et qui, au bout d'un certain temps, rend l'action comme co-naturelle. C'est donc quelque chose qui s'acquiert à force d'exercice, qui met du temps, et donc je vais le dessiner avec un crayon noir. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, si je voulais donner un exemple d'habitus dans l'intelligence, par exemple, l'habitus de sagesse, qui me permet, à force d'avoir réfléchi peu à peu, de découvrir que, obligatoirement, il y a un être premier créateur. Et ceci se fait de plus en plus avec évidence, de plus en plus facilement, en partant évidemment des effets, la création, on en remonte au créateur. Pour ce qui concerne, par exemple, les vertus morales, je l'avais dit dans le premier article, mais je vais prendre un autre exemple. Si j'arrive à mettre mon irascible, donc mes facultés, ma puissance de colère, ma puissance de poursuite d'un bien sensible au service de mon bien spirituel, et que ceci se fait facilement. Par exemple, je ne me mets en colère que volontairement quand il le faut, par exemple pour aider mes enfants, parce que c'est le moment à le faire, ils ont fait des trop grosses bêtises. Je peux dire que j'ai l'habitus de force. Cela se fait intelligemment, c'est porté par l'habitus de prudence qui est dans l'intelligence, et ceci se fait facilement. Au contraire, si je me mets en colère de manière incontrôlable, uniquement comme ça, entraîné par la passion, c'est que je n'ai pas cette facilité de l'exercice de ma volonté par rapport à l'irascible. Ces habitus-là, Aristote les rangeait dans la première catégorie des qualités. Et effectivement, il cite bien 4 qualités. Premièrement, l'habitus, donc une disposition stable de nos facultés vitales pour l'action. Deuxièmement, la puissance vitale, donc par exemple l'intelligence, la volonté. Troisièmement, l'action ou la passion, donc qui, par exemple, l'action de l'intelligence lorsqu'elle juge. Et puis quatrièmement, la figura, la forme extérieure, quelque chose qui évidemment est moins profond et plus superficiel. Alors, dernière petite remarque, je dirais pour développer et pour bien qu'on comprenne ce que c'est que l'habitus, Aristote les définit comme, dans un être parfait, des dispositions au meilleur. Et il ajoute, quand je dis parfait, cela s'entend de l'état de la nature, lorsqu'elle atteint sa perfection. Quelle est la perfection par exemple, d'un être spirituel comme moi dans son intelligence? C'est d'atteindre la vérité. Donc on voit bien que l'habitus a un but, qui est l'action. Et le jugement est une action. Mais, je dirais, l'habitus a une cause radicale. C'est quoi si ce n'est la faculté vitale? Et ici, en l'occurrence, mon intelligence. Si je n'ai pas l'intelligence, si je suis un chien, je n'ai pas la capacité d'acquérir l'habitus de sagesse ou de science. Et donc l'habitus se met dans l'exercice, donc en vue de l'acte, dans l'exercice pour le faciliter. Et c'est là que, on le voit, il y a la perfection d'un être qui a atteint sa maturité, qui exerce facilement ses facultés. Alors maintenant, quelques objections. Dans la première, elle vient d'une définition qui avait été donnée de l'habitus par Aristote, je crois, qui disait c'est l'état suivant lequel un être est bien ou mal disposé. Mais être bien ou mal disposé, ça peut être pour plein de choses. Par exemple, je l'ai dit, ma tête, elle est bien ou mal disposée, par exemple, pour être remarquée. Si j'ai une tête avec des oreilles comme ça, ça va peut-être être moins facile, par exemple, de séduire si je suis un jeune homme. Donc du coup, l'habitus, c'est autre chose qu'une qualité. On pourrait dire c'est une disposition stable, quelque chose comme cela. Alors il faut répondre que même dans cette définition-là, qui est très très courte, qui n'est pas précise, il y a déjà ce qui est porté. Une disposition, c'est une disposition à quelque chose. Et à quoi, si ce n'est à une action ? Donc, évidemment, avoir un visage avec une figura particulière, ce n'est qu'accidentellement une disposition à quelque chose. Par contre, pour une faculté vitale, comme par exemple mon intelligence, qui n'a comme but que
d'agir, c'est-à-dire d'être dans l'acte du jugement, d'atteindre son objet qui est la vérité. Avoir une disposition stable qui lui permet de facilement agir. Là, on voit bien, ça correspond. Et c'est de cette façon-là qu'on définit les habitus. Donc ils sont bien des qualités, comme je l'ai indiqué, qualités particulières de mes facultés lorsqu'elles atteignent facilement, par leur exercice, leur objet. Alors une deuxième objection. Prenons par exemple la température du corps qui est à 37 degrés à peu près. Eh bien c'est pareil, c'est une disposition stable qui me permet d'être en bonne santé. Donc ça pourrait être considéré comme un habitus. Or, le fait d'avoir 37 degrés, c'est pas du tout une qualité qui est classée dans qualité spécifique de l'habitus, disposition stable, etc., de nos facultés vitales à l'action. C'est plutôt, la qualité numéro 3, passion, la passion est la qualité passible. Donc on devrait conclure avec cette objection que l'habitus peut être partout, et donc ce n'est pas particulièrement arrangé dans un type même de qualité. Alors, il faut répondre que les 37 degrés, l'exemple que j'ai pris là, en réalité, c'est un des effets d'un habitus qui est en moi, qui du coup va toucher mon corps biologique qui s'appelle la santé. La santé, elle produit des milliers d'effets comme cela. Tout le fonctionnement biologique, est en rapport avec cet habitus, une bonne santé. Donc, on ne peut pas définir 37 degrés comme étant un habitus en soi, mais plutôt l'effet d'un habitus particulier qui touche le corps biologique. Alors enfin, une troisième objection. On a défini l'habitus souvent, et les philosophes l'ont fait, comme une qualité qui ne s'acquiert pas facilement, mais qui ne disparaît pas non plus facilement. Je veux dire par là que si j'ai acquis, à force de travail, l'habitus de sciences biologiques, je ne vais pas le perdre facilement. Il est là, je l'ai, et je dirais, pour le perdre, il ne faut pas l'exercer pendant des années, et alors peut-être avec la mémoire, l'habitus lui-même se perdra. Mais ça, le fait d'être acquis difficilement ou facilement, c'est quelque chose de parfaitement accidentel. En quoi ça peut déterminer un type particulier de qualité? Alors, il faut répondre que ce critère-là, elle est acquise difficilement, elle est perdue difficilement, c'est pour distinguer l'habitus de, par exemple, la faculté vitale, qui est là et qui peut passer en acte, je dirais, assez facilement. Par exemple, l'intelligence, pour poser un jugement, quand on m'explique comme ça peut être fait immédiatement. Mais pour acquérir ensuite une science ordonnée, je dirais structurée, donc un habitus qui dure et qui je dirais, est profond. Il faut beaucoup plus de temps, il faut beaucoup de travail. Je vais donner un exemple encore plus simple. On le voit par exemple avec le piano, le jeu du piano. N'importe quel enfant, on le met devant un piano, il fait n'importe quelle note et il jouera quelque chose. Mais en général, ça n'a pas d'ordre. Quand on compare à l'habitus qui permet d'être pianiste, on voit tout de suite la différence. Facilement acquis de taper sur les notes et difficile, long à acquérir, mais long aussi à perdre que le véritable habitus qui fait un virtuose au piano. J'ajouterais que qu'est-ce qui a fait que le petit enfant qu'on met devant un piano, instantanément il a commencé à jouer avec, qu'il avait donc la disposition à jouer, c'est simplement parce qu'il avait des mains, qu'il avait une capacité de bouger les mains, qu'il avait aussi peut-être une volonté, une oreille pour entendre le son, des choses comme cela. Et ça, on voit bien, ce ne sont pas des habitus, ce sont des facultés vitales, des puissances vitales qu'il a effectivement, qui passent facilement à l'acte, mais un acte évidemment superficiel ici. Voici l'article 3 qui demande « Est-ce que l'habitus implique une tendance à l'action ?» Si je reprends le schéma que j'avais indiqué tout à l'heure et que je regarde par l'expérience ce que c'est que l'être humain, mais aussi, à la rigueur, je pourrais regarder ce qui se passe dans un animal, surtout les animaux supérieurs, ceux qui communiquent à leurs petits une certaine culture, une certaine façon d'agir. Je remarque que, évidemment, mon âme en elle-même, elle est là et elle n'a de but que pour s'actuer non seulement par le fait qu'elle donne l'être à des facultés vitales qui pour moi sont au sommet l'intelligence et la volonté, mais aussi les autres facultés là.
Et ces facultés vitales elles-mêmes n'ont comme acte de perfection que d'atteindre à leur opération. À quoi servirait-il d'avoir une volonté si on ne tendait vers un bien qui peut nous donner la béatitude? Donc on le voit, le but de tout être, c'est d'être en acte selon ce qu'il est, selon sa nature. Et donc pour moi, personne humaine, c'est d'être en acte selon ce qui m'a été donné d'être. Pour un chien, eh bien, c'est d'être en acte selon sa nature sensible. Résultat, puisque les habitus, je l'ai montré tout à l'heure, eh bien, ils viennent faciliter l'action, la rendre, je dirais, capable de s'exercer aisément dans le sens que je viens d'indiquer, le sens de la faculté. Alors on le voit, les habitus ne peuvent se définir que par rapport à l'action qu'ils facilitent, et donc ils sont des dispositions par nature pour l'action. Alors, quelques objections, justement. Eh bien, Aristote en particulier avait remarqué, eh bien, quand on devient savant en ayant un habitus, par exemple l'habitus de faire de la philosophie, comme je le fais ici, eh bien, avant de l'être, évidemment, on a commencé à étudier. Et celui qui commence à étudier, eh bien, il peut déjà poser quelques actes, mais il est en puissance par rapport à la science qu'il acquiert. Et bien, de la même façon, celui qui a un habitus et qui actuellement ne s'en sert pas, lui aussi, il est en puissance par rapport à l'acte. L'acte étant la science en train de penser, de s'exprimer comme je le fais maintenant. Et ici, c'est une science qui sera, eh bien, la philosophie éthique. Donc on doit dire que l'habitus n'a pas d'orientation à l'acte et qu'il est plutôt une puissance, une qualité de la puissance. Mais justement, la réponse est assez simple. S'il est une qualité de la puissance vitale, par exemple de l'intelligence, et que l'intelligence elle-même, eh bien, elle a pour but l'action, eh bien, c'est donc que la qualité de cette puissance qui lui facilite l'action n'a comme but que l'action. Et voilà pourquoi on définit chaque habitus par l'action qu'il permet. Donc, l'habitus, par exemple, d'art, pour celui qui, dans son art particulier, l'exerce avec facilité. Et l'habitus du pianiste est différent de l'habitus du violoniste, hein, il faut bien le comprendre. Il y a plein de sortes d'habitus. Il y en a en morale, il y en a en sciences, etc. Alors, deuxième objection, si on définit l'habitus comme quelque chose en vue de l'action, dans ce cas-là, eh bien, on doit identifier l'habitus avec la puissance vitale, parce que l'intelligence, elle n'a comme but que l'acte de jugement, évidemment. Et donc ça veut dire que ma définition est mal posée, et ce qui est en bleu ici, donc les facultés vitales, va s'identifier avec ce qui est en noir, à savoir ces espèces d'habitus qui en facilitent l'exercice. Alors il faut répondre à ça que la faculté vitale est évidemment plus fondamentale que l'habitus. C'est elle qui va permettre d'être son siège. Et c'est sur ce siège-là que va se greffer l'habitus, qui va donc en faciliter l'exercice, le tout étant évidemment en vue de l'acte. Donc faculté vitale qui est une puissance à l'acte, habitus qui est une orientation de l'exercice pour qu'il se fasse facilement, l'acte, tout ça est en rapport évidemment. Alors, troisième objection, l'habitus, eh bien, de santé, c'est quelque chose qui peut être parfois véritablement à l'habitus, à l'état d'habitus, de même que par exemple l'habitus de maigreur. Ça peut être un habitus qui quelquefois est en nous, qui est stable, qui n'est pas facile à perdre, et certains n'arrivent pas à grossir. Or, on le voit, eh bien, ces dispositions stables, difficiles à acquérir et à perdre dans certains cas, ne disposent pas à l'action. Eh bien, il faut répondre que, à l'état d'habitus, bien sûr que si. La santé, elle est là et elle permet l'action de tout notre être. Elle est le fondement qui permet l'action de nos autres facultés. Et lorsqu'on n'est pas en état de bonne santé, on le comprend. De même, si on dit que la maigreur est à l'état d'un habitus stable, c'est en vue de l'action. Alors, par exemple, le coureur de fond, celui qui va devoir courir des marathons, il faut qu'il soit très maigre, qu'il n'y ait pas un poil de graisse, ça l'alourdirait, mais qu'il n'y ait que du muscle. Eh bien, ça, c'est un état d'habitus pour l'action qu'est la course de fond. Et enfin, l'article 4 demande, est-ce que les habitus sont nécessaires? Alors, d'abord, il faut répondre que, a priori,
comme cela, si une disposition qui permet l'exercice facilité de nos facultés peut être là, évidemment, ce sera quelque chose d'utile. Reste à savoir maintenant si c'est nécessaire. Et donc, eh bien, il faut partir encore une fois de l'expérience et considérer que, d'abord, premièrement, pour qu'un habitus soit nécessaire, donc qui facilite l'exercice, il faut qu'il y ait donc passage de la puissance, donc l'absence d'un exercice, à l'acte. Et que cette puissance à l'acte se fasse peu à peu. Donc cette première condition est manifestement le fait de l'homme, mais aussi, on peut le constater, le fait d'animaux qui nous sont proches. Par contre, en ce qui concerne Dieu, qui est acte pur, qui jamais ne passe de la puissance à l'acte, eh bien il est évident que la notion d'habitus ne s'applique pas du tout à Dieu. La deuxième condition, c'est que la partie qui est en puissance, eh bien, puisse atteindre son acte de diverses manières. Je veux dire par là qu'elle ne soit pas déterminée, dès le départ, à un seul acte. Et là, pour bien l'expliquer, je voudrais prendre quelques exemples. Prenons par exemple les abeilles. Les abeilles, animaux qui n'ont pas besoin de recevoir une éducation par leurs parents et qui, par les phéromones, génétiquement programmées, dès qu'elles sont adultes, partent dans la tâche qu'elles ont à commettre. Et donc, manifestement, elles n'acquièrent pas d'habitus. Elles ne progressent pas de plus en plus dans l'exercice de leurs fonctions. Prenons par contre, par opposition, un animal très proche de nous, comme par exemple, eh bien, un lion, par exemple. Le petit lion, qui est élevé par ses parents, imaginons que, pour une façon ou pour une autre, il ne soit pas élevé par des lionnes, mais par des humains, qui ne seront pas capables, évidemment, de déterminer son estimative et ses actions dans tel sens ordonné à la survie de l'espèce, mais selon ce que font les êtres humains. Imaginons ensuite que ce lion, vers l'âge de 2 ans, soit réintroduit dans la nature auprès d'une harde de lions, n'ayant pas acquis dans son enfance les habitus qui lui sont nécessaires, à travers une éducation, des exemples, il sera absolument incapable de s'adapter. S'il est une femelle, il pourra peut-être être pris sous la garde d'un mâle et puis petit à petit apprendre. S'il est un jeune mâle, il sera immédiatement tué. Et pourquoi ça se passe comme cela ? Eh bien d'abord parce que le comportement des lions n'est pas réglé par sa liberté, mais par l'espèce, et que, ayant acquis des habitus qui ne sont pas ceux de son espèce, son espèce ne l'accepte pas et s'en débarrasse. Ce qui montre que donc, chez les animaux supérieurs, il y a aussi l'acquisition de certaines choses qui ressemblent à des habitus, et qui vont déterminer leur action corporelle et puis leur sens interne, leur estimative en particulier au bon comportement. Eh bien, pour nous, êtres humains, c'est vrai a fortiori. Et donc, dans nos facultés qui sont déterminées dès le départ à un seul acte, comme par exemple la façon de téter. Là, manifestement, il n'y a pas besoin d'habitus. Un seul acte est programmé et donc le bébé, il apprend à téter, ou plutôt il tète immédiatement par réflexe dès que le sein est apporté. Mais pour les autres facultés qui peu à peu vont devoir s'établir dans un certain comportement, et surtout pour l'intelligence et la volonté qui peuvent atteindre leur fin, mais de diverses manières, on le voit, les habitus sont très nécessaires. Alors si je regarde justement l'intelligence, d'abord on le constate, elle a une nature, ça veut dire qu'elle est faite par nature pour son objet, elle est déterminée vers lui, donc la connaissance de la vérité. Sous ce rapport-là, elle n'a pas besoin d'habitus, elle est construite comme cela. Mais ensuite, lorsqu'elle va orienter son opération vers telle ou telle façon, par exemple pour acquérir la science physique, ou la physique nucléaire, qui est une partie de la science physique, manifestement, comme elle peut l'atteindre de diverses manières ou ne pas l'atteindre, là, en l'occurrence, dans cet objet, cette partie de la vérité, il va falloir l'acquisition d'un habitus, un habitus qui, je dirais, rende l'exercice de la science physique aisé. Alors, maintenant, troisième condition pour qu'il y ait un habitus, il faut que les opérations, donc l'acte que j'ai indiqué, puissent faire intervenir plusieurs facultés, plusieurs éléments, disons. On ne va pas parler de facultés, mais plusieurs éléments qui pourraient s'ordonner de diverses manières.
C'est clairement le cas, par exemple, pour notre intelligence. Je l'ai dit, pour atteindre l'habitus de la physique nucléaire, eh bien, il y a des chemins divers, multiples, et beaucoup de scientifiques s'y sont attelés. Pour atteindre véritablement cette science de manière simple, il faudra que les choses soient organisées d'une manière particulière. Et souvent, il y aura besoin du support d'un professeur qui s'y connaît déjà. C'est la même chose pour l'ordre de la volonté. Par exemple, dans l'usage, eh bien, des passions du concupiscible. Par exemple, des plaisirs. Eh bien, le plaisir, par exemple, le plaisir de la nourriture, peut tout à fait être ordonné pour se gaver à volonté, égoïstement, et comme ça, on remplit son ventre et on ne pense qu'à cela. Ou au contraire, pour prendre des repas en famille et pour mettre cet instinct de nutrition au service d'une finalité plus grande, la finalité qui est l'amitié et la famille. Et donc, comme il y a plusieurs éléments, de la même façon, on le voit, il faudra bien une vertu pour organiser la façon de manger en fonction du bien ou en fonction du mal. Donc, à ces trois niveaux-là, on le voit, eh bien, dans l'activité humaine, il y a besoin de beaucoup d'habitus qui facilitent notre acte comme il le faut. Alors, quelques objections, dont la première, eh bien, elle dit ceci. Regardons nos facultés, intelligence et volonté. On voit bien, ce ne sont pas des facultés qui sont table rase complètement. Elles ont reçu déjà, de manière innée, une orientation vers leur fin. Et donc, elles n'ont pas besoin d'un habitus surajouté, elles s'ordonnent naturellement vers ce qui les concerne. Alors, c'est clair, si je prends l'exemple de la volonté, on le voit, par nature elle est programmée pour rechercher la béatitude. C'est son objet, et donc sous ce rapport-là, elle n'a pas besoin d'habitus, à moins d'appeler cette orientation un habitus inné. Par contre, ensuite, dans son acte volontaire, eh bien, plusieurs éléments vont devoir être utilisés et il y a plusieurs manières d'atteindre la béatitude. Est-ce que c'est en cherchant l'argent avant tout? Est-ce que c'est en cherchant l'amitié? Est-ce que c'est en cherchant la sagesse? On le voit bien. D'autre part, eh bien, plusieurs éléments s'harmonisent lorsqu'on passe à l'exercice vers cette finalité. Par exemple, l'intelligence va être utilisée, mais aussi on devra regarder les circonstances. Il faudra utiliser toute l'énergie de son être pour tendre vers la fin. Donc on le voit, l'exercice de la volonté peut être véritablement perfectionné par des habitus et des habitus divers. Autre est l'habitus qui va contrôler eh bien, le goût que nous avons dans notre chair pour les plaisirs, pour les mettre au service du bien. Et on parlera ici, par exemple, de la vertu de tempérance. Autre est la vertu qui va finaliser les passions de notre irascible, colère, espoir, etc., pour les ordonner vers le bien. Et on parlera ici plutôt de la vertu de force. Deuxième objection, nos puissances vitales, comme notre intelligence et notre volonté, mais toutes celles qui sont en nous, sont déterminées par leur structure même à l'action. Elles tendent elles-mêmes à leur activité, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pourquoi est-il besoin d'ajouter un habitus ? Eh bien, il faut répondre à cela, l'expérience nous le montre. Notre intelligence, l'intelligence d'un petit enfant, elle est potentiellement ordonnée à beaucoup de choses. Elle peut donner, par exemple, eh bien, un grand pianiste. Il faut beaucoup d'intelligence pour restituer avec la sensibilité ce qu'a voulu dire le compositeur de l'œuvre. Elle pourrait être ordonnée aussi, eh bien, au comportement moral. Par exemple, agir comme il le faut dans sa vie de famille. Elle pourrait être ordonnée à la vertu politique, diriger un État. Elle pourrait être ordonnée à donner un scientifique, je l'ai dit, physique nucléaire, quelque chose comme ça. La même faculté a donc toutes ces orientations possibles et qui sont très différentes. Un physicien nucléaire est-il toujours un bon mari ? Bien sûr que non, et pourtant c'est l'intelligence qui est utilisée dans ces actions-là. Et donc on le voit, il y a des habitus différents qui vont faciliter l'action dans tel ou tel domaine et qui quelquefois d'ailleurs ne se recoupent pas, quelquefois au contraire qui s'actuent l'un l'autre. Par exemple, les vertus de force, de tempérance, prudence et justice sont, je dirais, en action les unes avec les autres, ce qui est très différent, par exemple, de la vertu intellectuelle de physique nucléaire. Alors, dernière objection,
On voit bien que nos puissances vitales, intelligence, volonté, n'agissent pas toujours. Et puis, elles peuvent être orientées vers le bien ou vers le mal. On peut mettre son intelligence au service du vol, et donc être un excellent voleur. Eh bien, les habitus, c'est pareil, ils n'agissent pas toujours, et parfois ils peuvent être au service du mal. Par exemple, l'habileté d'un voleur qui le fait depuis son enfance, qui a connu toutes les techniques, qui sait intelligemment comment ne pas se faire prendre, eh bien, c'est une vertu finalement. Et donc, il n'y a pas de différence entre les puissances vitales et les vertus. Elles se ressemblent, elles ont la même façon d'agir. Alors justement, cette objection permet de comprendre les choses. Oui, c'est la même puissance qui fait que, eh bien, on peut se servir de son intelligence pour voler, ou au contraire, de son intelligence pour aider les gens. Et donc, la vertu et le vice sont dans la même puissance. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes habitus, ce qui prouve qu'il faut bien distinguer ces qualités-là des qualités, je dirais, substantielles que sont les facultés vitales.